Et moi, je pourrais aussi resserrer un peu. Ça marche. Mais sachant, c'est vrai que j'ai quand même laissé la présentation, la slide sur le blog Pluspot. Je trouve que c'était vraiment intéressant et ça apportait là-dessus. Donc, D'accord. bonjour à tous. Alors, je vois que vous êtes déjà nombreux à être connectés. On va se laisser une petite minute d'arrivée. Il n'y a pas de salle d'attente, donc tout le monde arrive au compte-gouttes au fur et à mesure. N'hésitez pas pour certains à déployer votre caméra si besoin. On a quand même coupé le micro par simplicité, on doit l'avouer, de tout le monde. Allez, on attend encore 30 secondes et on commence. Vous allez avoir la capacité de mettre vos questions dans la fenêtre de chat. Et puis en fonction du déroulé, on est ensemble pour une petite heure pour parler de flexibilité en période estivale. Nous pourrons sélectionner quelques questions et celles que nous n'aurions pas répondues, on vous transmettra des réponses qui soient spécifiques en fonction des intervenants et de vos interrogations. Je nous propose de commencer. Bonjour à tous, c'est un vrai plaisir que du côté d'A4MT, on vous reçoit aujourd'hui pour parler des flexibilités du quotidien dans les bâtiments tertiaires en période estivale. C'est effectivement un sujet que l'on n'associe pas toujours à l'été. Ça fait 40 ans que le bâtiment tertiaire s'organise pour consommer moins, sobriété énergétique, vous l'avez bien en tête, rénovation énergétique, bien sûr. Ça fait que quelques années qu'on parle du consommer mieux, que ce soit des énergies décarbonées, des énergies renouvelables, ou de consommer au meilleur moment avec les flexibilités. C'est bien notre enjeu d'aujourd'hui. Avec A4MT, on est ravis que d'organiser ce webinaire avec des interventions un peu croisées, que ce soit l'IFPEB, Institut français pour la performance du bâtiment, une association, avec le GIMELEC, un groupement d'entreprises de la filière électronumérique française, avec Delphine Hérault, qui se présentera 1000 fois mieux que moi, ou encore avec le syndicat départemental d'énergie du 35 de l'Ille-et-Vilaine, pardon. Je nous propose de basculer assez rapidement sur euh, voilà, le déroulé de ce webinaire. Alors, on a fait un webinaire en deux grands temps. Le premier temps, c'est de rappeler ce que sont les flexibilités de la demande, flexibilité de la consommation en France, et de se poser directement quelles sont les questions qu'on peut avoir autour de la flex estivale, les gisements disponibles. En deuxième temps, c'est de parler pour le bâtiment tertiaire, de la production photovoltaïque, de la production d'ENR et le lien qu'il peut y avoir avec la flexibilité. Tout doucement, tous les acteurs qui sont autour de la table, vous êtes nombreux, on parle de maîtres d'ouvrage publics, privés, de bureaux d'études ou d'acteurs qui sont capables de valoriser les flexibilités. Le secteur du bâtiment et de l'énergie s'organise pour travailler de nouveaux modèles économiques, pour acheter différemment peut-être l'électricité, on va le voir, pour valoriser les flexibilités. On aura un témoignage très riche du syndicat départemental d'énergie avec Villerin. Et puis, on aura aussi à vous proposer des programmes sur étagère que vous pourriez avoir envie d'utiliser pour pour tester sur le terrain des flexibilités, pour passer à l'échelle ces flexibilités sur votre parc. On espère que ce webinaire vous sera le plus riche possible. Flexibilité de la demande en France. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer tout de suite ces éléments de contexte. Alors, système électrique en période hivernale, peut-être que c'est une courbe de charge que vous connaissez. On est en hiver, c'est RTE qui nous produit ces courbes de charge et elles concernent le secteur du bâtiment, hein, donc tertiaire, résidentiel. Et on voit tout de suite des ordres de grandeur à quasiment 90 gigawatts de puissance et deux grands pics, heures de pointe, que sont de 7h à 10h et puis de 18h à 20h. Ces heures de pointe sont cumulées qui concernent donc et le résidentiel et le tertiaire.
Et quand on regarde un petit peu ce que pèse le bâtiment tertiaire et résidentiel par rapport à la courbe de puissance max du côté des RTE, on parle de 60 à 75% de l'appel de puissance en fonction de la région et de la saison, pardon. Et donc, j'en viens à la courbe, le profil journalier de puissance en période estivale. On le voit, elle est un peu plus étalée, elle est un peu plus flat aussi, où on n'est plus à 90 gigawatts de puissance, mais on est plutôt autour des 55. Mais le secteur du bâtiment dans son ensemble continue à peser lourd, hein. On voit le talon côté industriel. Et donc, c'est bien le secteur tertiaire et résidentiel qui viennent faire les pics de puissance. Vous retrouvez tous ces éléments-là sur un baromètre des flexibilités qui a été réalisé par RTE notamment. C'est une publication qui a été transmise l'année dernière. Vous pouvez y accéder facilement. Quand je vous fais prendre un peu de recul par rapport au système électrique et à la stratégie française, d'un point de vue politique publique, il y a deux enjeux, hein. C'est-à-dire qu'il y a clairement une augmentation de la production non pilotable issue des énergies renouvelables. Et donc, ces énergies renouvelables, vous l'avez en tête, qui nous aident à décarboner le mix électrique, sont inscrits et d'un côté à la stratégie française pour l'énergie et le climat, qui se décline avec une programmation pluriannuelle de l'énergie. La dernière en date va définir la période 2025-2030. Pour donner l'élément d'actualité, elle a été discutée fortement à l'Assemblée nationale, mais ce texte devrait être passé par décret. Et donc, cette programmation pluriannuelle de l'énergie met en avant les énergies renouvelables avec une précision assez importante. Et pour 2030, on parle bien d'une augmentation du mix ENR sur la production électrique de 2,5 et on le voit un petit peu sur ces schémas-là que vous avez sous les yeux avec pour 2030 une production notamment photovoltaïque que vous voyez là à l'intersaison et en été qui devient extrêmement prépondérante par rapport à la consommation du bâtiment tertiaire et résidentiel. C'est donc un enjeu assez fort. En parallèle, il y a bien une électrification des usages, c'est-à-dire que cette même programmation pluriannuelle prévoit x2 sur la proportion électrique par rapport à la consommation énergétique totale en France. Donc ici, à votre gauche, vous avez sur la consommation énergétique totale en France, énergie finale, 1600 TWh en 2021. On parle bien de réduire de moitié cette consommation d'énergie finale et en parallèle de faire x2 sur la proportion électrique. C'est-à-dire, vous le voyez, actuellement c'est 27% et on serait autour des 56% de consommation électrique par rapport à la consommation d'énergie finale. C'est donc très dimensionnant, c'est intégré aussi au scénario de futur énergétique 2050 d'RTE. Donc, d'un côté, la baisse de la consommation énergétique finale qui est obligatoire pour qu'on puisse réussir les trajectoires qu'on s'est données en France, et de l'autre côté, une proportion beaucoup plus importante d'électricité. Ce que je vous propose, maintenant que j'ai donné le tableau général, c'est de laisser la main, voilà, avec toi, Robinson, sur ce qu'est une flexibilité et comment est-ce qu'on peut envisager la flexibilité sur les bâtiments tertiaires en période estivale. Oui, alors merci Jean-Benoît. Donc effectivement, la flexibilité, de quoi s'agit-il? Alors la flexibilité, c'est la capacité d'un bâtiment à décaler, moduler et effacer sa consommation électrique de sorte à consommer au meilleur moment. Donc vous voyez sur la courbe, on a comme les Jean-Benoît tout à l'heure, on a des pics de consommation le matin et l'après-midi et un gros creux sur les heures de milieu de journée. L'idée, c'est de lisser cette courbe de consommation, donc de réduire les pics de pointe et de maximiser le plus possible la consommation sur les heures de milieu de journée qui correspondent notamment aux heures de la plus forte production d'énergie renouvelable, notamment de solaire, on y reviendra un peu plus tard. Alors, donc, on distingue plusieurs types de flexibilité. Les deux premières qui correspondent aux flexibilités de la demande, flexibilité de la consommation. Donc, on a la flexibilité structurelle et régulière, qu'on appelle également flexibilité du quotidien.
où donc là, voilà, l'idée, c'est, comme je vous le disais juste avant, de maximiser la consommation sur les heures de production d'énergie renouvelable, les heures de production d'énergie décarbonée, en réduisant les pics de consommation aux heures de pointe. On a également la flexibilité dynamique, où donc là, l'idée, c'est de faire face ponctuellement à des pics enfin, des périodes de réseau très tendues qui correspondent généralement à des périodes de froid, donc à de la hausse de consommation, ou au contrario à une baisse de production, alors notamment éolienne, donc d'énergie dite intermittente. Et donc, on a un troisième type de flexibilité principale, qui est là lié vraiment au réseau, et donc qui est la flexibilité d'équilibrage. Donc là, l'idée, c'est de répondre à des signaux très rapidement. Donc voilà, à l'échelle opérationnelle des RTE, donc entre une heure à l'avance et comme c'est inscrit le temps réel. Ces flexibilités d'équilibrage, ça concerne en fait peu des demandes et des ordres pour le bâtiment tertiaire, hein. C'est vraiment du côté des RTE pour pouvoir faire cet équilibrage du réseau, ça nous concerne un peu moins. Voilà. Nous, on est vraiment très concernés par les régulières, les flexibilités régulières et dynamiques. C'est ça. Donc pour répondre à cette notion de flexibilité, l'idée c'est de trouver des leviers d'action sur les différents usages. Donc là, pour exemple, en été, on voit donc les différents usages. Il y a la climatisation, ventilation, éclairage, IRVE et équipements spécifiques. Donc l'idée c'est de trouver des leviers d'action, que ce soit en décalant ou en modulant ces différents usages. Donc on a par exemple sur la climatisation, pré-rafraîchir le bâtiment avant les heures de pointe et retarder la réactivation de la climatisation après cette période de pointe. Également, protéger le plus possible le bâtiment des apports solaires qui vont avoir du coup tendance à réchauffer le bâtiment. Donc protéger le plus possible ces bâtiments pour limiter l'impact des apports solaires. Pour l'éclairage, on a évidemment prioriser les apports d'éclairage naturel, limiter le plus possible l'éclairage artificiel. Pour les équipements spécifiques, donc là, c'est par exemple limiter, voire arrêter l'usage des ascenseurs lorsque c'est possible et privilégier les escaliers, faire fonctionner le plus longtemps possible les ordinateurs sur batterie, les ordinateurs portables évidemment. Et pour les IRVE, donc les bornes de recharge de véhicules électriques, c'est par exemple, plafonner la puissance de recharge et limiter l'utilisation, voire arrêter l'utilisation sur les heures de pointe. Décaler, moduler les usages, ça fait 2 ans que le bâtiment tertiaire s'organise, principalement en hiver. Là, c'est des actions et sur les usages en été, enfin voilà, qu'on a pu avoir en échangeant avec certains de nos partenaires. Maintenant, on se le met bien en point d'interrogation, hein, c'est-à-dire qu'à date, on doit pouvoir prouver qu'on peut arriver à faire des flexibilités en été, en décalant, en modulant. Il y a des programmes, on va le voir, qui vont regarder ça. Mais c'est vraiment en mode question ouverte et c'est pas exhaustif non plus. C'est à construire ensemble, hein, ce chemin-là, pour faire des flexibilités en été. Et peut-être qu'au Robinson, il y a déjà un premier élément Oui. qu'on peut donner. Voilà, donc effectivement, on a déjà des premiers résultats donc on observe sur la saison 3 de Qplex dont je parlerai un peu plus tard. Donc ça, c'est des résultats sur les candidats inscrits à cette saison 3, où donc, du coup, on observe un décalage de consommation sur les heures de pointe de 6%. Donc là, ça concerne les mois de mai et juin. Donc voilà, on voit ce décalage de consommation. Alors c'est pour l'instant sur les heures de pointe du matin. Donc on voit et on sait qu'il y a encore des leviers d'action à mener plutôt sur les heures d'après-midi, enfin les fins de journée. Mais donc voilà, on voit que sur ces premiers instants du concours, sur la première période de pointe, on a des résultats tangibles.
Donc, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, l'idée, c'est de réduire la consommation sur les heures de pointe et de la décaler le plus possible sur les heures d'après-midi, de milieu de journée. On peut faire un lien très fort avec l'autoconsommation photovoltaïque, puisque les heures de production maximum se situent justement sur ces heures, de milieu de journée. Donc, l'enjeu va être de décaler le pic de consommation du bâtiment au même moment que le pic de production photovoltaïque. Donc là, voilà, on a une illustration du décalage des usages pour justement correspondre à cette production photovoltaïque. Donc du coup, on a décalé la consommation des heures de pointe, donc 7h, 10h, sur la période de 13h-16h. Et donc on voit effectivement que donc, vous avez en pointillé rouge la courbe sans décalage et la courbe en trait plein avec un pic de production qui correspond effectivement au pic de production photovoltaïque. Donc, on a pour ça trois messages clés du boost de l'autoconsommation photovoltaïque. Le premier qui est que le bâtiment est une brique à part entière du système énergétique. En effet, l'autoconsommation photovoltaïque induit nécessairement une baisse du soutirage de la production du réseau. Donc booster l'autoconsommation photovoltaïque va permettre de soulager le réseau, de faire transiter moins d'énergie par le réseau, donc de le soulager. Le deuxième message clé, c'est de maximiser la résilience du bâtiment. En effet, donc le boost de l'autoconsommation photovoltaïque va permettre de limiter, donc ça c'est vraiment côté consommateur, va permettre de limiter l'impact de la volatilité des prix, mais également d'assurer, de pérenniser, on va dire, un bilan économique pour le bâtiment. Et le troisième message clé qui est lié à la valorisation économique, on a une énergie, le coût d'énergie acheté qui est toujours aussi élevé. On a un mécanisme de valorisation du surplus photovoltaïque qui est en baisse structurelle. Et à l'inverse, on a un coût de revient de l'énergie autoconsommée qui est actuellement assez faible. Donc le boost, encore une fois, ce boost d'autoconsommation photovoltaïque va permettre de réaliser des grosses économies sur la consommation d'électricité. Donc cette valorisation économique est très importante, et donc l'idée maintenant va être de se poser la question de savoir comment acheter de l'énergie autrement. Et donc pour ça, je redonne la main. Merci Robinson. C'est un petit peu le sens de l'histoire où avant les installations photovoltaïques, la réinjection sur le réseau était très fortement valorisée économiquement, et vous le savez désormais, ça fait quelques années où il est de plus en plus favorable que d'autoconsommer au maximum cette installation photovoltaïque sur le bâtiment, au plus près, localement. Et c'est en ce sens que le modèle économique change, et tant mieux si on favorise ce type d'installation, si on favorise économiquement un peu plus ces installations en embarquant les flexibilités. Merci Robinson, ça permet de... alors, on va peut-être juste vous faire respirer un tout petit peu et voir s'il y a déjà des premières questions dans la fenêtre de chat. Est-ce que Robinson, tu peux m'aider là-dessus? Je crois qu'on a un bon timing. Pas de questions dans la fenêtre de chat. Parfait. OK. Alors, ce que je nous propose, c'est de continuer avec le volet économique. Alors, clairement, les modèles économiques au niveau du système électrique, il y a beaucoup d'acteurs. C'est un sujet qui prend du temps, qui prendra du temps. Et donc, côté A4MT, mais à l'IFPEB, avec le JMELEC ou d'autres acteurs, tout le monde suit ça aussi de près pour savoir comment est-ce que le signal prix va pouvoir déclencher, accélérer les flexibilités pour le parc tertiaire.
c'est un enjeu, donc on regarde ça. Acheter l'énergie, c'est clair que acheter l'énergie, on va devoir le faire différemment, puisque vous le comprenez, l'enjeu sur le réseau électrique n'est plus le même. On vous l'a montré en préambule du webinaire. Et donc, faut travailler cette façon de racheter l'énergie et l'électricité. Alors, tout de suite, quand même, ayez en tête que s'animer sur les flexibilités, sur le parc tertiaire, il y a tout de suite des co-bénéfices assez directs qui ont été instruits, notamment dans le programme QFlex dont a parlé Robinson et dont on va continuer à reparler. Clairement, les outils que l'on a pour maîtriser l'énergie, la consommation énergétique au plus près, maîtriser les talons de conso, c'est à peu près le même que pour maîtriser les flexibilités. Donc, il n'y a pas besoin que de déployer de plusieurs outils de monitoring. Ensuite, de toute façon, quand on a parlé de sobriété, de consommer moins au début, il faut recommissionner certains équipements. Ça permet aussi que de connaître mieux son bâtiment, de connaître les appels de puissance de certains équipements. C'est une occasion d'avoir ce double bénéfice-là lié à la flexibilité et au consommer moins. Les bénéfices directs, avant même de savoir acheter l'énergie différemment, connaître sa puissance, c'est aussi une façon que de savoir si on peut optimiser la puissance souscrite, tout simplement, de décaler, moduler la courbe de charge, les blocs de conso. C'est une façon de maîtriser un peu mieux cette puissance appelée sur le réseau. Et on l'a vu sur le concours QFlex précédent, certains candidats ont la capacité en moyenne de réduire de 40% cette puissance souscrite. Donc, il y en a vraiment sous la semelle, si je peux parler ainsi, pour certains des candidats lorsque vous êtes sur la facture de fournisseur d'électricité vous pouvez réduire la puissance souscrite. Le deuxième co-bénéfice, c'est que souvent on peut entendre dire flexibilité égale peut-être rebond sur la consommation énergétique. Alors là, que ce soit du côté d'A4MT ou des travaux l'IFPEB depuis quelques années, on n'a jamais vu ces rebonds-là. Et vous le voyez même en chiffres, là, les candidats QFlex de la saison 2, sur les journées où il y avait des signaux en flex dynamique, où les candidats ont dû s'activer pour faire un maximum de flexibilité, il y a aussi eu 10% d'économie d'électricité sur l'ensemble de la journée. Donc on essaie de déconstruire un petit peu cette idée du rebond par ces chiffres-là. Donc oui, embarquer déjà, pour vous faire écho à ce que disait Robinson, il y a deux grandes flexibilités, la flexibilité régulière du quotidien et dynamique. Commençons par la flexibilité dynamique. On l'a peut-être en tête, vous l'avez peut-être en tête, mais il y a besoin que sur certaines journées de faire un maximum d'efforts. Il y a déjà des acteurs qui sont organisés autour de la table qui peuvent valoriser ces efforts-là. Ce sont les agrégateurs. Il y en a certains autour de la table. Je leur passe un petit clin d'œil. Ces agrégateurs, ils ont cette capacité d'appuyer avec un signal un peu explicite la désactivation de certains blocs de conso sur les heures de pointe. Et on a quand même besoin en face que d'animer ça sur le terrain, vous le savez, avec du temps homme, de la présence, s'assurer que les journées de flexibilité dynamique vont fonctionner dans la façon de piloter les équipements. Et donc, il y a ce besoin et de l'implication de temps homme. Alors, l'année dernière, on s'est exercé à chiffrer ça avec certains candidats à QFlex. On parle d'une dizaine de journées en temps homme pour aller travailler les flexibilités dynamiques sur la première année. Et puis, en rythme de croisière, quand on ritualise un petit peu cette organisation-là, on parle de 2 à 5 000 euros, pour un bâtiment de 5 à 10 000 mètres carrés. C'est des ordres de grandeur, c'est pour vous donner tout de suite une enveloppe d'implication sur un bâtiment. Et puis, il peut y avoir du CAPEX, bien sûr, éventuel, pour aller installer des équipements qui permettent de piloter plus finement. On va le voir aussi avec Delphine, mais que d'avoir un BAX Flex Ready en parallèle de la réglementation BAX par ailleurs, c'est important. Et donc, ça permet que d'aller envisager de la flexibilité régulière, pour tout se dire. Et sur la facture d'électricité, ramener cette implication temps homme, sans parler du CAPEX éventuel, c'est 2 à 5 000 euros. Voilà, sur une facture de 200 000 euros pour un bâtiment 100% électrique, c'est des ordres de grandeur qui peuvent paraître acceptables, mais
qu'il faut quand même arriver à rémunérer lorsqu'on veut embarquer la flexibilité du quotidien. Et là, ça tombe bien, je vous parlais du système électrique qui était en transformation aussi sur les prix spot, sur les prix de l'électricité sur les marchés. Le prix spot, c'est ça, c'est sur les marchés de l'électricité. Là, vous avez un tableau qui vous montre l'évolution assez significative d'épisodes de prix spot négatifs depuis quelque temps, avec une accélération qui s'est faite depuis 2-3 ans, où en 2024, on parle de plus de 300 heures par an où on a des prix spot négatifs sur les marchés, liés bien sûr à la production d'ENR sur ces mêmes heures, par ailleurs, qu'on a pu le voir précédemment. Et donc, c'est clair que cette apparition des prix spot négatifs et de l'écrêtement des ENR sur les réseaux, c'est un vrai révélateur de besoin de flexibilité. Et c'est peut-être la façon dont le marché tertiaire peut attendre pour revaloriser économiquement les sujets. Ça va être sans doute via la flex régulière, via la capacité d'acheter différemment l'énergie sur la flex du quotidien. Alors, on vous a repris deux grands blocs, l'offre de fourniture à votre gauche, l'offre d'agrégation à votre droite. Alors, la fourniture d'électricité, y compris pour le parc tertiaire, vous pouvez avoir des heures pleines, la pointe mobile. Ça, c'est un petit peu ce que vous avez en tête, sans doute, pour certains d'entre vous. Et puis, on commence à voir arriver une offre un peu plus spécifique en bloc plus spot. Et on y viendra juste après avec un témoignage assez riche là-dessus. De l'autre côté, vous avez aussi une offre d'agrégation pour aller valoriser les flexibilités dynamiques notamment, avec un signal plus explicitement donné pour donner la consigne au bâtiment tertiaire que de décaler, de moduler des blocs de conso. Voilà, il y a deux offres. Les deux sont couplables, cumulables. À vous de construire cette histoire-là aussi avec eux. Encore une fois, les modèles économiques se transforment et donc alors, on s'est exercé à donner, on va dire, un chiffre, mais on se dit que un modèle de flexibilité du quotidien peut être rentable pour le parc tertiaire à partir du moment où il y a un minima 5% de baisse sur la facture d'électricité pour consommer au meilleur moment. C'est un premier ordre de grandeur. Et donc, libre à nous, et on va vous montrer avec différents programmes que vous pouvez accélérer cette connexion avec l'offre de fourniture d'un côté ou d'agrégation de l'autre pour pouvoir valoriser les flexibilités du quotidien. Je vois qu'on est toujours bon dans le timing. Je n'entends pas de remarques sur la fenêtre de chat. Nous n'avons pas de questions sur Pas de questions. cette première partie. Vous pouvez nous confirmer que la fenêtre de chat fonctionne bien? Est-ce qu'il y a peut-être un de vous qui peut peut-être juste mettre un petit bonjour? Ce serait super. On a activé normalement la fenêtre de chat. Oui, super, c'est parfait. Merci Delphine. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Vraiment, c'est important. Soit on a le temps d'y répondre en direct, soit on prendra le temps d'y répondre ultérieurement. Mais si quelque chose n'était pas clair, n'hésitez pas à nous le signifier. Voilà, donc là, ça ferme la brique de la valo économique et comment est-ce qu'on peut activer ensemble aussi des gisements économiques pour valoriser les flexibilités. Mais le plus clair est peut-être de laisser la parole à Séverin Lavillois, qui est chargé de projet flexibilité électrique, puisque le syndicat d'énergie, départemental d'énergie, du 35 du Ille-et-Vilaine travaille depuis quelque temps en pionnier sur les flexibilités. Séverin, je te laisse la parole. Ouais, merci. Donc oui, Jean-Benoît m'avait proposé d'intervenir sur ce webinaire pour présenter comment nous, on s'attaquait à ce sujet-là. Là, une première slide, je vous propose de vous intéresser surtout à la partie de gauche, juste pour présenter ce que c'est un syndicat d'énergie, parce que j'imagine que tout le monde n'a pas en tête ce que c'est. Mais donc, c'est un regroupement de toutes les communes du département. Ça a été créé initialement pour électrifier les campagnes au siècle dernier. Et avec la transition énergétique, il y a de plus en plus de compétences qui sont arrivées. Et c'est une collectivité en fait territoriale qui centralise des compétences liées à l'énergie pour les communes, donc notamment gestion du parc, d'éclairage public, etc. On peut passer à la slide d'après. Du coup, la porte d'entrée du syndicat d'énergie sur la flexibilité, c'est une de ses missions, c'est le groupement d'achat d'énergie.
Donc, depuis 2015, depuis en fait que les collectivités doivent mettre en concurrence leurs fournisseurs d'électricité, on a constitué un groupement d'achat d'électricité pour la plupart des communes et des EPCI du département. Vous avez la liste à droite. Donc, il y a des communes, des EPCI, on va avoir le département aussi, et ainsi que d'autres structures un peu plus particulières. Donc, on n'est pas propriétaire d'un parc de sites. Par contre, on achète l'électricité pour eux. Et on est aussi, en tant que syndicat d'énergie, force de conseil sur les sujets énergétiques. Donc, c'est ça notre clé d'entrée sur le sujet de flexibilité. Et donc là, on a initié une démarche de expérimenter de la flexibilité dans le tertiaire parmi les sites pour lesquels on achète de l'électricité. Ça s'insère dans une démarche plus globale, et tu pourras passer la slide d'après, de maîtrise pour ce groupement d'achat d'énergie de notre approvisionnement énergétique, donc avec plusieurs actions menées en parallèle. La première, c'est en premier lieu massifier les boucles d'autoconsommation collective pour constituer dans notre facture d'électricité une part de la facture qui soit stable, qui soit définie à l'avance et maîtrisée. Donc, on a développé pour ça une PMO mutualisée qui s'appelle Partenaire 35 pour déployer au maximum de l'autoconsommation collective. Et Robinson précisait tout à l'heure que c'est aussi un vecteur de flexibilité parce qu'on est incité à aller consommer sur les heures de production photovoltaïque, notamment en été. Et donc, plus spécifiquement sur la flexibilité, à partir de 2026, on va avoir un lot de notre marché en bloc plus spot. Donc, je vais détailler juste après plus en détail ce que c'est, mais en gros, ça transcrit dans la facture du consommateur les signaux prix des marchés spot et donc le fait que l'électricité est moins chère à 5 heures du matin ou à 14 heures que pendant les pics à 9 heures et à 17 heures. Et on est aussi lauréat d'un programme FACT, donc il y a un sous-programme du programme ACT qui subventionne la rénovation des bâtiments publics. Et donc moi, mon poste est notamment cofinancé par ce programme-là pour expérimenter, de mettre en œuvre concrètement des décalages de consommation dans le tertiaire. Tu peux passer à la suivante. Comment ça va se passer? Donc, parmi notre gros groupement d'achat avec 8000 points de livraison, d'abord, on a pré-criblé les sites les plus consommateurs pour voir sur lesquels on allait regarder en priorité les usages à décaler. Ensuite, donc, moi, je suis allé voir les conseillers, notamment en énergie des communes, pour voir. En fait, on a accès à toutes les courbes de charge, mais c'est beaucoup trop à analyser. Donc, l'idée, c'est de répertorier, d'avoir une connaissance en fait de son patrimoine, de voir quels sont les usages. Est-ce qu'il y a un chauffage électrique ou pas? Est-ce qu'il y a des véhicules électriques ou pas? Est-ce qu'il y a des pompes qui peuvent être effaçables, par exemple, dans des stations d'épuration? Mais aussi le niveau de régulation. Donc, est-ce qu'il y a des GTB existantes? De quel modèle? Est-ce qu'elles peuvent être facilement connectables à un agrégateur? J'ai aussi pu avoir l'opportunité de partager certaines des courbes de charge à des agrégateurs qui m'ont proposé de les analyser euh, gratuitement, quoi. C'est un service qu'ils font comme premier service de contact avec le client pour chiffrer un potentiel de flexibilité. Et donc là, on a pu tirer du coup quelques sites qui ont de l'ordre de grandeur de quelques dizaines de kilowatts effaçables. Donc souvent, c'est du chauffage électrique. On a aussi un petit peu de climatisation en hiver et puis des véhicules électriques. Ce qui a amené à une sélection d'une trentaine de sites. Donc là, les rendez-vous sont en cours. Donc on n'a pas encore fait d'action concrète de décalage. Là, l'idée de cette intervention, c'était plutôt de présenter la démarche globale et de comment on pouvait s'attaquer à un parc de bâtiments. Donc là, les rendez-vous sont en cours pour ensuite faire des analyses plus fines avec des agrégateurs et des audits. Comment est-ce qu'on envisage de valoriser ces flexibilités? Nous, on a envie d'expérimenter différentes façons pour, à la fin de cette expérimentation, voir ce qui a été fait et voir si le SD35 peut proposer un service à ces collectivités. Donc, on veut expérimenter l'explicite via un opérateur d'effacement. Donc, typiquement, quand on aura un site motivé avec une GTB déjà connectée à Internet et avec du chauffage électrique, on parlera de FlexReady juste après. On pourrait le connecter à un agrégateur et faire des effacements via FlexReady. On voudrait aussi tester avec de l'implicite, donc là, avec une collectivité qui viendrait elle-même moduler ses usages en fonction de son contrat de fourniture. Donc là, ça peut se faire en fonction, comme je disais tout à l'heure, de l'autoconsommation, de la répartition hors planeur creuse ou aussi du bloc plus spot à partir de 2026. Et donc, pour faire tout ça, on est aidé par, donc je dis ça pour les acteurs publics dans la séance. Donc, il y a des cofinancements en cours par FACT. Vous pouvez postuler pour avoir des cofinancements pour des audits de flexibilité. Nous, on a aussi des plans de comptage et des supervisions ainsi que du temps d'AMO. Il y a aussi mon poste qui est cofinancé. Je l'ai pas mis sur la slide. Et donc, juste une petite précision pour ceux qui ne sont pas exactement au fait.
sur comment fonctionne l'achat en bloc plus spot. Là, à droite, le graphe que vous avez, c'est la courbe jaune, en fait, c'est la consommation prévisionnelle, on va dire, pour 2026, par exemple, de nos groupements d'achat. Bon, là, c'est pas du tout notre courbe, hein, mais c'est pour donner un exemple. Et donc, en amont, on va se couvrir en achetant sur les marchés à terme. Donc, en achetant en amont, on va acheter les bandeaux que vous voyez, le cal, les carters. Donc, ça, soit on achète sur toute l'année, soit sur un trimestre, soit sur un mois. Et en fait, c'est au jour le jour, quand notre fournisseur va regarder la consommation effectivement réalisée, il va regarder l'écart avec le volume sur lequel on s'est couvert, donc c'est les petites bandes bleues, qu'on appelle la dentelle, et il va nous le facturer au prix du spot qu'il y avait à tel jour, à telle heure. Donc en fait, là, nous, pour notre premier marché, la majorité, on va le couvrir. euh, on va couvrir un maximum avec les marchés à terme pour avoir une visibilité budgétaire pour nos collectivités. Donc le but, c'est d'être au plus proche de la consommation prévisionnelle avec ce qu'on achète en avance. Mais donc, ce qui est la petite dentelle va être au prix spot. Et en fait, indépendamment du volume qu'on couvre, le fait de décaler 1 kWh d'une heure à une autre nous fait gagner l'écart de prix sur les marchés spot entre les 2 heures considérées. Et j'ajouterais juste en ouverture, mais parce que je suis pas du tout connaisseur sur ce sujet-là, mais c'est quelque chose dont j'ai entendu parler. RTE, d'ailleurs RTE n'est pas là, c'est dommage, ils auraient pu en parler. RTE va adapter les règles sur les marchés d'électricité. Il y a un mécanisme qui s'appelle NEBEF que les agrégateurs utilisent pour valoriser des effacements. Donc, ils vont adapter les règles et pouvoir aussi faire des modulations à la hausse, pas que des effacements. Et donc, des acteurs ont commencé à parler du fait qu'ils pourraient valoriser les écarts de prix spot avec ces nouvelles règles NEBEF, même sans avoir un contrat de fourniture en bloc plus spot, via ce mécanisme-là sur les marchés. Alors qu'aujourd'hui, les agrégateurs peuvent en gros seulement activer des ordres d'effacement de consommation. Ils pourront maintenant aussi activer des ordres de décalage et donc venir rémunérer les sites avec l'écart de prix sur le spot, même si le site n'a pas de fourniture en bloc plus spot. Merci, Voilà ce c'est que je vrai, c'est voulais vous présenter. effectivement le cas, hein. RTE est excusé. Habituellement, ils suivent avec attention les différentes interventions qu'il peut y avoir. Et tu as raison, ils travaillent beaucoup sur cet enjeu-là avec les autres acteurs de la filière, que ce soit fournisseurs d'électricité derrière ou agrégateurs, pour renouveler ce type de contrat d'énergie. Donc, c'est très, très clair. Est-ce que tu voulais compléter avec un dernier élément? C'est tout ce que j'avais à présenter sur notre démarche. Merci. Merci à toi, c'était très clair. C'est parfait. Ce que je nous propose, maintenant qu'on a ensemble posé le contexte, parlé de la possible valorisation économique, d'avoir eu ce témoignage de la part de Séverin, ben, c'est aussi de vous proposer différents programmes pour pouvoir vous appuyer dans le passage à l'action. Alors, il y a différentes expérimentations flex, hein, en France ou programmes. La première qu'on va voir ensemble aujourd'hui, hein, c'est GoFlex, qui est un Nutri-Score des flexibilités. Alors, il y a ce travail qui est fait en France, mais il y a en tête que l'Europe s'organise aussi, hein, pour pousser les flexibilités, que ce soit dans la directive européenne de la performance énergétique, où le bâtiment de demain doit être résilient, flexible. Et il y a aussi, je fais un petit clin d'œil à Sophie, qui est autour de la table, côté R2M Solutions, qui travaille sur les Smart Readiness Indicators pour pousser les flexibilités pour les bâtiments, notamment, mais c'est quelque chose d'un peu plus large. Donc, il y a ce travail qui peut y avoir complémentaire entre GoFlex et le SRI. Deuxième brique avec Qflex, qui est, on vous en parle depuis le début avec Robinson, qui était un programme pour passer à l'action tout de suite. Et on y viendra en troisième brique avec FlexReady et Delphine pour vous signifier il y a des équipements back Flex Ready qui vont pouvoir sortir de terre en mode expérimentation d'abord. J'en dis pas plus, mais voilà, trois briques à vous présenter aujourd'hui. Johan, je te laisse la parole côté IFPEP pour parler de GoFlex. Oui, merci Jean-Benoît. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais présenter cette première brique de l'écosystème flexibilité, donc à savoir GoFlex. Donc, l'idée, c'est de massifier cette flexibilité dans le parc tertiaire. On sait on l'a introduit un petit peu au démarrage, un gisement important dans le bâtiment et notamment dans le parc tertiaire, avec cette projection de RTE de 2,5 gigawatts en 2030.
Mais on voit que c'est encore un gisement qui est sous-exploité et on a cette spécificité du parc tertiaire à être diffus, ce qui peut amener encore un peu plus de complexité. Donc l'enjeu, c'est que on a un réel besoin de pédagogie pour les acteurs de la filière. Donc l'idée, c'est de définir les enjeux et les objectifs de la flexibilité. 2, définir quels leviers on peut activer et sur quel poste de consommation. Et 3, définir les bénéfices pour tous, pour les acteurs de la filière. Donc c'est dans ce cadre qu'on a co-construit avec donc, la FNCCR, Acté, RTE, Gimelec et l'IFPEB, un outil qui se veut simple pour évaluer rapidement son potentiel de flexibilité et également de faciliter et d'accélérer la connexion offre-demande. Donc d'un côté, les energy managers, les exploitants et les propriétaires de bâtiments, et de l'autre côté, les acteurs de la flexibilité, agrégateurs, fournisseurs d'électricité, etc. Donc voilà les grands enjeux de cette massification de la flex et de cet indicateur GoFlex. Donc en termes de grands objectifs, je l'ai dit, c'est d'accélérer la valorisation des gisements, attester les moyens, et puis se faire rencontrer l'offre et la demande pour ensuite faciliter la mise en œuvre des contrats de flexibilité par la suite, avec cette mise en relation qui sera facilitée. Donc comment ça se traduit? GoFlex, il y a d'un côté un indicateur, donc, comme l'a dit Jean-Benoît, c'est un peu un Nutri-Score de la flexibilité. Donc l'idée, c'est de donner un peu une vision assez simple, et puis d'un côté qualitative puis quantitative de la flexibilité au niveau du bâtiment tertiaire. Donc, comment il va se traduire? Il y a 3 grandes briques sur cet indicateur. Donc on va voir d'un côté la classe de pilotage avec une classe qui va de A à D, avec qui va définir un peu la capacité du bâtiment à répondre plus ou moins facilement à la modulation de la consommation, qui est un petit peu différente des classes qu'on peut trouver dans le BACS et dans la norme GTB. Donc ça c'est le premier point. Ensuite, on a la puissance modulable réelle du bâtiment. Donc là, ça va être vraiment la valeur absolue en kilowattheure de la puissance maximale flexible en hiver de votre bâtiment, qui prend en compte également l'utilisation effective de votre bâtiment. Et ensuite, pour terminer, on a l'effort consenti à la flexibilité, là qui s'exprime en pourcentage et qui correspond à votre puissance flexible par rapport à la puissance souscrite. Et ça vous permet du coup de voir un petit peu, justement, comme l'avait dit Jean-Benoît, de voir si votre puissance peut être aussi ajustable et optimisable. Et ensuite, donc, le GoFlex, donc c'est un indicateur et c'est de la plateforme qui permet d'aller un petit peu plus loin et qui vous donne du coup une puissance flexible en hiver, on l'a dit, sur le gisement max, et puis la puissance flexible en été qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, avec différentes durées de préavis. Et puis vous avez aussi le détail par usage, qui vous permet de vous donner quelques clés de décryptage et quelques détails pour activer vos gisements de flex en fonction des différents usages, et notamment ici la climatisation. Et petit clin d'œil, Johan, je crois que tu me disais que cette étiquette qu'on a sous les yeux, c'est un bâtiment récent, performant, et on le voit là, le gisement de flexibilité en été est supérieur au gisement en hiver. Donc c'est pour aussi un peu déconstruire ce raisonnement qui est de se dire la flex, c'est qu'en hiver. Ben, en tout cas, certains bâtiments, ce n'est pas le cas. Tout à fait, merci. Et donc, on a parlé de l'étiquette et on a donc cette plateforme qui a été construite avec les différents acteurs qui sont affichés, donc RTE, Acté, Gimelec et l'IFPEB, avec 2 faces. Donc là, on appelle la face nord, la face qui est en bleu, qui va combiner, on va dire, combiner les différents acteurs de la flexibilité, donc les agrégateurs de capacité, les gestionnaires de réseau, fournisseurs d'énergie et autres organismes publics. Et d'un autre côté, donc les energy managers, exploitants, qui vont pouvoir créer leur bâtiment sur la plateforme, donner une mission aussi à des bureaux d'études pour les aider. Et puis du coup, la plateforme va permettre de mettre en relation ces différents acteurs
Et l'idée, hein, c'est de révéler ces gisements sur leur parc et puis se préparer sur voilà, des évolutions de contrats, des renouvellements de contrats pour le futur. Donc cette plateforme est gratuite en 2025. On a actuellement plus de 130 structures inscrites. Et puis des premières offres de mise en relation qui arrivent. Donc voilà, on sent que voilà, ça se développe. Et puis on va aussi aborder quelques news en 2025 à la rentrée avec voilà, un focus un peu plus IRVE, avec de la documentation qui va arriver, voilà, un petit peu pédagogique pour vous aider voilà, dans des prises de décision et des éventuelles actions sur ce sujet. Voilà, et ensuite, pour terminer, voilà, la plateforme va vous permettre de vous donner un peu une vision parc aussi des flexibilités dans votre bâtiment. Voilà, donc de manière agrégée, et puis de voir quel bâtiment a le plus fort potentiel de flexibilité au sein de votre parc. Et J'ai donc, l'impression, pour la suite, on Johan, je va me permets, essayer j'ai de l'impression qu'il y a un tester petit, le terrain. j'ai l'impression Oui, qu'il y a un petit QR code en haut à droite là, donc n'hésitez pas oui, à tout à le fait. scanner, voilà, ça vous aidera à rapidement vous inscrire sur la plateforme. N'hésitez pas à scanner, puis à vous inscrire, tout à fait. Et donc, on a parlé de l'évaluation des gisements, et ensuite, quand on a évalué, on va tester sur le terrain la flexibilité. Donc ça, c'est CubeFlex, et donc je vais laisser la parole à Robinson. Oui, merci Johan. Donc effectivement, le programme, le concours CubeFlex, c'est un concours avec une approche de terrain. Donc l'idée, c'est de partir des acteurs du terrain pour identifier les leviers d'action, pour mettre en œuvre ces leviers d'action sur le terrain et pour mesurer les résultats concrets, pour ensuite définir les enseignements principaux du concours et ensuite planifier l'après, planifier les échéances. Alors évidemment, ça ne se fait pas sans sensibiliser et mobiliser les collaborateurs. C'est un point primordial pour la bonne réussite du concours. Et donc tout ça donne lieu en troisième point à donc comme je le disais, la mesure des progrès, des résultats, et donc à un classement des différents participants. Donc ces classements, ces résultats donnent lieu voilà, à différents types de récompenses, que ce soit des podiums par catégorie de bâtiment, où donc là on vient mesurer le cumul des économies sur les heures de pointe. Donc à chaque fois on a voilà, une médaille d'or, d'argent et de bronze. On a ensuite des trophées. Le bouclier, l'écusson qui récompense, donc là, à l'échelle d'un parc de bâtiments entier, les plus grosses contributions donc en volume de mégawattheures sur les heures de pointe au quotidien pour le bouclier et sur les journées spécifiques pour l'écusson. Et enfin, on a les mentions spéciales donc pour les candidats ayant déjà participé aux saisons précédentes, pour les journées spécifiques, pour les meilleurs résultats de l'été et enfin pour les IRV. D'un point de vue opérationnel, qui fait quoi? Donc, du côté candidat, il faut s'inscrire sur la plateforme. Donc, l'idée, c'est d'enregistrer un ou plusieurs bâtiments, de donner un consentement pour la récupération des données de consommation. Comme je vous le disais précédemment, de monter une équipe en interne pour la gestion du concours et de suivre vos résultats directement sur la plateforme. Côté équipe d'animation, nous, on vous accompagne avec la fourniture d'un kit candidat, donc des fiches thématiques, des éléments de communication, voilà. On organise également des temps forts, des temps d'échange entre les candidats. Donc, on vous partage des éléments thématiques sur la flexibilité d'été, sur la flexibilité avec les IRE, etc. Et on fait également des partages de retours d'expérience. Et donc, c'est également l'équipe en interne qui mesure et implémente les résultats et donc
les classements liés à vos leviers d'action. Donc les objectifs de cette saison 3 de Cubeflex, il y en a 3. C'est tout d'abord de tester la flexibilité du quotidien, comme je vous en parlais au début de ce webinaire, la flexibilité du quotidien sur toute la durée du concours. Donc là, on va mesurer les économies sur les périodes de pointe, donc entre 7h et 10h et entre 17h et 20h. On a également la flexibilité dynamique, où donc là, on va mesurer la capacité à répondre aux signaux envoyés par RTE, des journées qu'on appelle PP1, PP2, qui sont des journées de pointe de tension du réseau, donc qui sont des journées identifiées par RTE. Et donc là, on mesure la capacité à répondre à ce signal d'appel, donc qui sont des journées essentiellement sur la période hivernale. Et enfin, un troisième objectif, collecter, analyser et valoriser les résultats. Donc voilà, le concours, c'est effectivement un concours, mais c'est aussi un terrain d'expérimentation pour faire ressortir des grands enjeux, des grands résultats qui servent notamment à RTE pour leur baromètre des flexibilités. Hein. Le concours Cubeflex appuie ce baromètre des flexibilités produit par RTE. Pour le déroulé du concours, donc le concours a d'ores et déjà commencé. Les inscriptions sont encore ouvertes jusqu'à fin septembre pour un concours qui se finit le 30 avril 2026 avec une grande cérémonie de remise des prix qui est organisée en juin 2026. Comme je vous le disais, tout au long du concours, donc on a des animations pour vous accompagner. Donc les temps d'échange entre les candidats, on produit également des webinaires, des retours d'expérience. Vous avez accès à toutes ces informations directement du coup sur la plateforme candidat sur laquelle vous êtes inscrite. Et donc, Robinson, tu parlais de résultats. Sur la saison 2 de Cubeflex, j'ai en tête que c'est 20% de flexibilité aux heures de pointe pour les journées de flex dynamique, hein, PP1, c'est PP2. là, tout à fait. Ça, c'était ce qui a été obtenu par l'ensemble des candidats au concours l'année dernière. Et là, tu as commencé à dire un 6% pour la flex en été. Donc, on sera très curieux et venez dans le concours pour qu'on puisse avoir un échantillon le plus large possible, le plus complet, et de voir si c'est 5% sur la flex régulière, si c'est 10%, 15%. Enfin voilà, c'est cette expérimentation-là qui vous permettra de dire avec des résultats un peu plus concrets, chiffrés. C'est ça, tout à fait. Merci Jean-Benoît. Donc voilà, comme je vous le disais, les inscriptions sont encore ouvertes jusqu'à septembre 2025, donc n'hésitez pas à vous inscrire, venez nombreux. Donc voilà, vous avez le QR code qui vous permet d'enregistrer votre inscription sur le concours. Et donc je donne maintenant la parole à Delphine pour nous parler de FlexReady. Delphine, je te donne la parole. Bonjour à tous. Salut Delphine. On Alors t'entend très donc, bien. tu peux peut-être passer le premier slide. Je me représente rapidement, mais donc je représente le GIMELEC, qui est le groupement qui rassemble en fait la filière électronumérique, donc les entreprises qui proposent des solutions de gestion énergétique dans les bâtiments, l'industrie, sur le réseau. Moi, je m'occupe du bâtiment au GIMELEC. Et donc, je vais vous parler de FlexReady, donc un troisième programme qui vient en complément de ceux qui viennent d'être présentés et qui est porté par certains acteurs de la filière. Je vais y revenir. Donc, tu peux passer au slide suivant. FlexReady, en fait, c'est une marque qui est portée, alors on n'a pas les logos là sur la mise en forme, mais qui est portée à la fois par RTE, Enedis, par le GIMELEC et par Think Smart Grid qui est propriétaire de cette marque et qui en assure l'animation. Et cette marque FlexReady, elle est destinée à identifier les systèmes de pilotage capables non seulement de faire de la régulation, mais surtout de la flexibilité. Alors, vous voyez sur ce que vous voyez à l'écran, on a un BAX dans un bâtiment, donc un BAX comme il est imposé en France et bientôt en Europe
d'installer dans les bâtiments de plus de 70 kW de puissance pour assurer la régulation et la maîtrise de l'énergie dans le bâtiment et éviter les gaspillages énergétiques. Et ce même BAX, en fait, si on le connecte et qu'on lui apprend à communiquer avec les opérateurs de différents types liés au réseau, eh ben, il va devenir Flex Ready. Donc, c'est une option du système de pilotage qui permet au bâtiment d'être en lien avec et de communiquer avec les fournisseurs d'électricité, les agrégateurs, RTE par exemple, et également avec Enedis. On peut passer au slide suivant. En fait, cette option qui s'applique au BAX, elle va permettre au BAX à la fois, je vais faire référence aux différentes flexibilités qui ont été présentées au début du webinaire. Donc, cette option, elle va permettre au BAX de piloter automatiquement au quotidien les usages pour les placer, pour programmer le fait qu'ils consomment au bon moment, donc qu'ils profitent des heures creuses et des heures pleines. Ça, c'est donc la flexibilité régulière. La deuxième capacité du BAX Flex Ready, c'est d'agir, de recevoir une requête spécifique. Donc, lors d'un besoin spécifique sur les réseaux, il fait très chaud, mais on est en pleine activité, en pleine semaine, et il n'y a pas de vent, par exemple. Et donc, on a besoin sur le réseau d'un effort particulier du bâtiment entre 9h et 11h demain. Donc, il y a une requête spécifique qui est reçue par le BAX de décalage de la consommation. Et donc, le BAX est capable de recevoir cette requête et de moduler ses usages en fonction. Ça, c'est la flexibilité dynamique. Et puis, troisième flexibilité, c'est la flexibilité de sauvegarde, celle qui n'est pas censée intervenir, mais qui est là en précaution. C'est la capacité du système de pilotage, donc du BAX, à recevoir le signal d'alerte de type EcoWatt, de risque de blackout sur le réseau. Donc, en fait, la marque Flex Ready, elle est là pour identifier cette capacité sur les différents systèmes de pilotage. Et vu du bâtiment, pour un bâtiment qui doit s'équiper d'un BAX aujourd'hui, s'équiper de ce BAX avec sa spécification Flex Ready, ce n'est pas une obligation, mais c'est un 3 en 1 gagnant pour le gestionnaire du bâtiment qui va à la fois consommer moins. C'est même plus qu'un 3 en 1, parce que j'aurais tendance à dire ça lui donne la capacité d'être conforme à la réglementation. Il peut consommer moins, il peut tirer parti d'offres tarifaires incitatives à consommer au bon moment et donc contribuer à la décarbonation. On peut passer au slide suivant. Juste, on fait un petit zoom arrière. Donc, ces BAX Flex Ready, on y a travaillé en filière avec les acteurs que j'ai cités tout à l'heure, mais avec beaucoup d'autres acteurs qui représentent le monde de l'immobilier, avec l'IFPEB également. Et en fait, on a regardé les objectifs nationaux de la France en termes de sobriété d'une part et de flexibilité d'autre part. Et donc, on s'est dit finalement, on a une réglementation qui nous impose de nous équiper de BAX. On est un peu en retard sur l'application de cette réglementation, puisque en fait, on devrait avoir 200 000 sites équipés en BAX en 2027. Et aujourd'hui, on est à 15% de cet objectif, avec dans ces 15% certains défauts d'organisation qui font que finalement, les systèmes sont installés, mais qu'on ne s'organise pas vraiment à l'intérieur du bâtiment pour les suivre dans la durée et assurer leur bon paramétrage dans la durée. Donc, ce constat qu'on a fait tous ensemble nous a amené à redéfinir une trajectoire de déploiement des BAX dans les bâtiments de France au regard des objectifs de sobriété et de flexibilité. Si on arrive on arrive à équiper la moitié des bâtiments concernés par le décret BAX en 2030, donc on est un peu en retard, on est d'accord sur la réglementation, mais si on reste ambitieux, et cet objectif, on l'a discuté avec la DHUP, je vous rassure, on a eu l'autorisation de le publier. Si finalement, on déploie des BAX dans 100 000 sites en 2030,
Et ben, ça nous permettra de réaliser 20% d'économie d'énergie au niveau de la France, c'est 1 à 2 centrales nucléaires, et de rendre disponible 6 gigawatts de modulation, de capacité de modulation dans les bâtiments tertiaires. C'est entre 3 et 6 centrales nucléaires. Donc, on est capable, avec 100 000 bacs, d'assurer les objectifs que s'est fixé la France en termes de sobriété, de souveraineté énergétique, de flexibilité, de décarbonation, mais il nous faut quand même accélérer la trajectoire qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à 15% de sites équipés. Si on ne fait rien, on sera à 21% en 2030. Aujourd'hui, nous, ce qu'on souhaite en filière, c'est se mobiliser tous, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, pour qu'on ait au moins fait la moitié du chemin en 2030. Donc, on appelle ça le plan 100 000 bâtiments sobres et flex-ready en 2030. Et donc, vous en entendrez parler, certains, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Et ça nécessite ce plan, il nécessite une mobilisation de tous. Les professionnels de la filière ont commencé à se mobiliser sur la définition de pratiques de référence pour accompagner les gestionnaires de bâtiments, publics et privés, dans leur équipement en BACS avec l'option Flex-Ready. Alors aujourd'hui, on a 2 référentiels qui sont en train d'être, ils sont aujourd'hui à l'état pilote et ils seront finalisés. L'objectif, c'est la fin de l'année, mais on a déjà des expériences qui sont menées sur le terrain sur ces référentiels. C'est le cahier des charges type du BACS Flex-Ready. Vous le voyez en photo ici, une petite photo simplifiée, mais globalement, voilà, on explique sous un format un peu de contrôle technique de voiture. L'idée, c'est qu'on puisse utiliser ce référentiel de manière très pratique et par des personnes qui ne sont pas forcément expertes techniques sur le sujet, mais qui vont pouvoir insérer ce cahier des charges dans leur expression de besoin et à réception des travaux cochés, conformes, pas conformes, avec les réalisateurs des travaux. On a même un émulateur qui est en ligne aujourd'hui qui permet de vérifier que le BACS Flex-Ready communique bien avec l'opérateur de flexibilité, par exemple. Et puis, on a, dans le cadre de la SBA, la Smart Building Alliance, un travail qui est mené aujourd'hui et qui en est déjà à sa première étape, donc déjà une première étape disponible, c'est encore sur voilà, c'est ici, et qui vise à définir autour du BACS Flex-Ready qu'est-ce qu'il faut organiser entre le gestionnaire de bâtiment, les propriétaires, les locataires, les intégrateurs qui viennent mettre en service les systèmes, les commissionnés, les exploitants qui assurent leur performance dans la durée. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans les contrats comme bonne pratique de commissionnement, de reparamétrage régulier, de mise à jour cybersécurité, parce qu'on est en train de parler de systèmes connectés ici. Et voilà, tout est en train d'être écrit, déjà disponible dans une première version pilote, et je vous invite à en prendre connaissance. En tout cas, je me mets à votre disposition pour vous les communiquer, pour que vous puissiez vous les approprier dans vos projets de rénovation de bâtiments. Alors voilà, prêt à passer à l'action. Aujourd'hui, depuis le mois de mai, donc ces référentiels pilotes sont à disposition pour qu'il y ait des bâtiments pilotes qui se lancent dans ce test du BACS Flex-Ready ou des systèmes de pilotage Flex-Ready. Pour tester ces référentiels, tester la capacité technique du bâtiment à être prêt à répondre et à contribuer à la flexibilité et à profiter de ces incitations tarifaires, comme on le disait tout à l'heure. Et en 2026, l'idée, c'est qu'en 2026, on produise une version 1 officielle de tous ces référentiels et qu'on passe à l'échelle avec tous ceux qui auront déjà mené les pilotes et bien d'autres bâtiments pour pouvoir se lancer et accélérer la trajectoire que je vous ai présentée tout à l'heure pour atteindre nos objectifs de 2030. On est tous gagnants dans cette mobilisation, à la fois le gestionnaire de bâtiments et puis le système électrique et la collectivité, la filière dans sa collectivité. Merci Delphine pour ces messages
Merci Delphine pour ces messages très engageants. Et on a même une petite question de Daniel Mambo sur le chat. Est-ce que ce sont bien des intégrateurs GTB qui mettent en place l'option FlexReady sur les BACS? On aurait pu répondre, mais on te laisse, vas-y. Tout à fait. Donc, on a des binômes équipementiers intégrateurs qui sont prêts à vous fournir cette solution. Et donc, cette option FlexReady, elle se trouve aussi chez les opérateurs d'effacement qui apprennent à parler le FlexReady pour adresser les bonnes requêtes au BACS. Donc, je pourrais vous en dire plus si vous venez me voir, puisqu'on n'a pas tellement le temps maintenant, mais en effet, les intégrateurs jouent un rôle essentiel dans ce déploiement. Merci pour ces messages très engageants et n'hésitez pas à du coup jouer également à Qflex en étant pionnier côté FlexReady puisque vous l'avez compris, les deux sont très complémentaires et ça devrait vous permettre d'avoir de très belles performances à partir du moment où on est capable d'échanger facilement avec les agrégateurs, d'avoir organisé avec les BACS la flex sur le site. Ça permettra d'aller très très fort. Merci à vous tous, à vous toutes. On a légèrement débordé, mais je vois qu'il y a encore quelques personnes dans le chat. On a eu des échanges assez intéressants entre collectivités, avec des pionniers aussi, côté CLT 42 qui sont et dans GoFlex et dans Qflex, qui ont pu faire quelques échanges avec Séverin. Merci d'avoir répondu, Séverin, avec autant de réactivité. Clairement, si je dois conclure, c'est que penser aux flexibilités du quotidien, c'est donc aussi penser à la flexibilité cet été, c'est ce que j'ai entendu. Des gisements existent toute l'année, mais il faut apprendre à les maîtriser. Faire des flexibilités, ça ne se fait pas en un jour, mais vous avez quelques outils, programmes à disposition pour commencer à vous mettre en action. On espère qu'il y a certains programmes qui ont pu susciter votre attention. Et puis, il y a les modèles économiques qui commencent à se dégager et l'horizon 2030 est ouvert là-dessus favorablement pour que le parc tertiaire puisse s'engager sur les flexibilités et les valoriser en parallèle économiquement, bien sûr. Donc, tous les témoins tous les voyants sont plutôt au vert sur nos enjeux. Donc, merci de vous avoir vu autour de la table, presque aussi nombreux, ou en tout cas jusqu'à la fin. Et puis, on vous souhaite un très bel été pour pouvoir préparer la rentrée sur le consommer mieux, notamment. À très vite. Merci, au revoir. Merci à Au tous. revoir. Bonne fin de journée. Au revoir. Pas de support. Oui, on aura le support pour les dernières questions. On pourra le transmettre, bien évidemment. Et puis, le webinaire a été enregistré. Donc, vous pourrez aussi le diffuser à des collaborateurs.